Si tu t'intéresses un peu à l'informatique ou à l'électronique, tu as certainement déjà entendu parler du mot cache. Tu as peut-être une idée plus ou moins précise de ce que c'est, et peut-être que tu cherches à en savoir plus. Eh bien ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionnent les caches et quel est leur rôle dans les processeurs d'aujourd'hui. Il s'agit d'un type de mémoire sans laquelle nos PC seraient incroyablement longs. Et si tu as la même patience que moi, tu ferais certainement bien planter ton PC si tu n'en avais pas. En clair, avec un processeur même super performant, sans cache, eh bien, tu rames! Franchement, si tu es encore là après cette blague, c'est que t'as vraiment envie de savoir comment ça fonctionne. Allez, plus sérieusement, les processeurs d'aujourd'hui sont de plus en plus rapides, mais il y a évidemment une limite physique à la vitesse à laquelle les processeurs peuvent fonctionner. Pour cette raison, les concepteurs de processeurs ont trouvé des moyens d'améliorer les performances sans augmenter la fréquence d'horloge du processeur. L'une de ces améliorations est l'utilisation des caches. Les caches sont des espaces de stockage rapides qui sont utilisés pour stocker les données fréquemment utilisées par le processeur. Ces mémoires sont généralement beaucoup plus rapides que la mémoire principale, car elles sont situées très proches de celui-ci. Cela signifie que les données peuvent être récupérées beaucoup plus rapidement à partir d'un cache que de la mémoire principale. Finalement, c'est assez simple de comprendre leur rôle. Imaginons une voiture de course très rapide mais qui doit s'arrêter toutes les 5 minutes pour faire le plein d'essence. Même si elle est capable de rouler à une vitesse incroyable, elle ne sera pas efficace car elle passera plus de temps à faire le plein qu'à rouler sur la piste. Eh bien, les caches jouent un rôle similaire en stockant temporairement les données le plus souvent utilisées près du processeur. Ceci permet d'éviter les temps d'attente inutiles pour accéder aux données depuis la mémoire principale. Ceci va permettre au processeur de travailler de manière plus efficace, exactement comme une voiture de course qui peut continuer à rouler sans avoir à s'arrêter constamment pour faire le plein. Dans la suite de la vidéo, tu verras qu'il existe plusieurs types de caches, chacune ayant ses propres caractéristiques et avantages. Au fait, j'y pense, si tu es intéressé par l'architecture de base des processeurs, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur le sujet. Dans cette vidéo, j'avais d'ailleurs déjà introduit le concept de la hiérarchie des caches. Pour rappel, plus la cache est proche du processeur, plus elle est rapide, mais petite, et plus on s'éloigne dans les couches inférieures, plus elles seront lentes, mais grandes. Ok, maintenant, tâchons de comprendre comment ces mémoires fonctionnent. Un cache, c'est une mémoire tampon rapide qui stocke les données les plus fréquemment utilisées par le processeur. Le but du cache est de réduire le temps d'accès aux données en les stockant près du processeur. Mais comme on le voit dans la pyramide, le cache ne peut pas contenir beaucoup de données, donc il va falloir faire des échanges récurrents entre les différents niveaux. Lorsque le CPU va avoir besoin d'une donnée, il va d'abord vérifier si elle est stockée dans le cache, et quand c'est le cas, on appelle ça un cache hit, ou succès de cache en français. Dans le cas contraire, on appelle ça un cache miss, ou défaut de cache. À ce moment-là, il va également vérifier si la donnée se trouve dans les niveaux inférieurs, et en dernier recours, il va chercher la donnée dans la mémoire principale, en général une SRAM. Bon, tu l'as certainement compris, le truc c'est de limiter au maximum un défaut de cache. Et pour cela, le fonctionnement d'un cache est basé sur un principe qu'on appelle le principe de localité. Il en existe deux de ces principes de localité. Le premier est la localité temporelle et le second est la localité spatiale. La localité temporelle fait référence à la tendance des programmes informatiques à accéder plusieurs fois aux mêmes données dans un court laps de temps. Si les données sont stockées dans un cache, le processeur peut y accéder plus rapidement lors de leurs prochaines utilisations. Ensuite, la localité spatiale se réfère au fait que les programmes informatiques ont tendance à accéder à des données proches les unes des autres. Ainsi, si des données sont stockées dans un cache, il est probable que les données voisines soient également stockées dans le cache, ce qui permet d'améliorer encore plus les performances. On va parler plus en détail de ces deux principes tout à l'heure, mais je voudrais introduire à ce moment de la vidéo le principe de localité spatiale pour que tu comprennes l'architecture de ce genre de mémoire. Prenons une mémoire classique dont les mots font 64 bits, gros 8 octets. Pour accéder à la première donnée, tu vas présenter l'adresse 0. Pour la suivante, tu vas présenter l'adresse 0 plus 8 car plus 8 octets. Et enfin, celle d'après, tu vas présenter 16. Et ainsi de suite jusqu'à la nème donnée où tu vas présenter n fois 8. Une mémoire cache en revanche n'est pas organisée de la même manière. En effet, quand avant la largeur de la mémoire était égale à la taille de la donnée, par exemple ici sur 64 bits, dans le cas d'une mémoire cache, c'est différent. Imagine si on découpait la mémoire par morceaux de 64 octets, c'est-à-dire dans notre cas si on faisait des blocs de 8. Eh bien, une ligne de cache va contenir 8 blocs de manière contiguë dans une seule ligne. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il est bien moins coûteux de charger d'un coup un bloc de données que plusieurs données séparées. La deuxième, c'est grâce au principe de localité. Les données consécutives se trouvent dans la même ligne modulo la taille du bloc. Du
coup, plutôt que de lui présenter une adresse, on va présenter au cache ce qu'on appelle un tag. Ce tag est un index qui permet d'identifier le bloc dans lequel on cherche la donnée, mais qui donne également la position de la donnée dans la ligne de cache. Finalement, une adresse mémoire à lire ou écrire est interprétée par le cache comme la concaténation d'un tag et de la position de la donnée dans la ligne correspondante. Et là, si tu réfléchis 30 secondes, il y a peut-être un truc qui va te déranger. Le cache est plus petit que la mémoire principale, donc comment on fait quand elle est remplie avec les k premiers blocs? En gros, comment on fait pour ranger le bloc k plus 1? Eh bien en fait, c'est plutôt simple. Plusieurs lignes de cache vont être associées à plusieurs blocs de la mémoire. En vérité, je viens de t'expliquer le fonctionnement que d'un certain type de cache que l'on appelle des caches associatives par voie. Leur fonctionnement est assez simple à comprendre. Mais alors, quels sont les autres types de caches? Je te propose d'en détailler 3 autres et de comprendre les avantages et les inconvénients de chacune. Nous avons d'abord les caches totalement associatives. Chaque bloc de la mémoire principale peut être stocké dans n'importe quelle ligne de cache. Cela signifie que chacune des lignes de cache peut contenir n'importe quelle donnée de la mémoire principale. Les caches totalement associatives sont les plus flexibles et peuvent offrir le meilleur taux de réussite de la mémoire cache. Bon, évidemment, c'est pas gratuit. Cette flexibilité se paye cash, si je puis dire, car cela nécessite une comparaison du tag pour chaque ligne. Le deuxième type de cache que tu peux retrouver, ça va être les caches directement adressées. C'est celle dont j'ai parlé plus haut. Chaque bloc de la mémoire principale ne peut être stocké que dans une seule ligne de cache spécifique. La ligne de cache qui stocke un bloc particulier est déterminée par une fonction de hachage relativement simple. Les caches directement adressées sont plus simples à implémenter et ont des temps d'accès plus rapides que les tâches totalement associatives que nous avons juste avant. Et donc c'est l'inverse. Quand avant on avait plus de flexibilité, maintenant on perd en flexibilité, et donc ça veut dire qu'on a un taux de réussite de cache plus faible, et un nombre de collisions de cache plus élevé. En conséquence, vu que le cache est plus petit que la mémoire, certaines adresses mémoire se partagent la même ligne de cache. Si le processeur a besoin d'accéder fréquemment à ces adresses, chaque accès à une adresse supprimera l'autre du cache. En clair, tout accès à l'ancienne adresse se soldera par un défaut de cache. Bon, tu l'auras compris, il s'agit d'un compromis entre la flexibilité et la rapidité du temps d'accès aux données. L'idéal serait d'avoir le meilleur des deux mondes et c'est pour ça que l'on a créé les caches associatives par voie. Elles sont un mixte des deux caches que je t'ai expliqué précédemment. Les blocs de la mémoire principale peuvent être stockés dans un ensemble de lignes de cache. Chaque ensemble contient plusieurs lignes de cache et chaque bloc de la mémoire principale peut être stocké dans n'importe quelle ligne de cet ensemble. Les caches associatives par voie offrent un bon compromis entre la flexibilité des caches, totalement associatives, et la simplicité des caches directement adressées. En résumé, les caches totalement associatifs offrent une utilisation optimale du cache et une grande flexibilité dans la gestion des données. Cependant, ils sont complexes et nécessitent plus de logique, ce qui va augmenter les coûts. Les caches directement adressés ont des temps d'accès courts et constants, une conception et une gestion plus simples, mais ils présentent un risque élevé de collision. Enfin, les caches associatifs par voie offrent un compromis avec un taux de réussite de cache potentiellement plus élevé et une réduction des risques de collision. Par contre, ils vont avoir un temps d'accès légèrement plus long. Tu connais maintenant l'architecture d'un cache et comment il fonctionne. Désormais, je souhaiterais te présenter quelques concepts nécessaires à la gestion des caches. Déjà, il y a les algorithmes de remplacement. Ils permettent de déterminer quelles lignes doivent être remplacées. Il y a plusieurs techniques. Dans un premier temps, il y a le remplacement aléatoire. On choisit au hasard pépouze en espérant que le processeur n'ait pas besoin de la donnée. Bon, l'avantage c'est que c'est facile à faire, mais le problème, tu le vois venir, c'est que ça peut augmenter le nombre de défauts de cache et que c'est imprédictible. Ensuite, on peut trouver le remplacement de type first in, first out qui va remplacer la ligne la plus ancienne. Le principe d'implémentation d'une FIFO est bien connu et simple à faire. L'algorithme est prédictible, ce qui est appréciable, et le coût en logique n'est pas excessif. Par contre, comme pour l'approche aléatoire, il ne tient pas compte de la fréquence d'utilisation des données, et donc on peut avoir un taux de succès moins important qu'avec d'autres algorithmes. Parmi les algorithmes un peu plus smart, on peut citer les méthodes least recently used et least frequently used. Elles reposent respectivement sur le remplacement des lignes les moins récemment utilisées et les moins fréquemment utilisées. Ces solutions sont plus difficiles et plus coûteuses à mettre en place, mais elles ont l'avantage de tenir compte de l'utilisation des données.
L'idée, c'est d'essayer de prévoir les accès futurs basés sur les accès passés. Tu pourras trouver également d'autres techniques que je ne vais pas détailler ici, mais qui globalement sont des combinaisons de ces deux méthodes. L'une des autres méthodes pour diminuer le temps d'accès aux données consiste à précharger le cache avec des données avant que le processeur n'en demande l'accès. C'est ce qu'on appelle des algorithmes de préchargement, prefetching en anglais. Les algorithmes de préchargement peuvent être basés sur des modèles d'accès passés, typiquement détecter les boucles et précharger les données qui seront nécessaires lors des prochaines itérations. Ils peuvent aussi se baser sur des indices de localité spatiale, et concrètement ça veut dire on précharge plusieurs blocs de données adjacents lorsqu'un seul bloc est demandé en prévision des accès futurs. Et enfin, il y a la gestion de la cohérence de cache. Il s'agit de la propriété qui garantit que toutes les copies d'une même donnée dans les différents niveaux de cache ou dans différents cœurs de processeurs sont maintenues et synchronisées. Imaginons un système dans lequel deux processeurs ont accès à une même cache de niveau 3. Si l'un des deux processeurs modifie la donnée dans son cache, mais que le dernier niveau de cache n'est pas mis à jour, si l'autre processeur accède à la même donnée, alors il va lire une valeur erronée. Pour éviter ça, il existe différents protocoles de cohérence de cache. Prenons le cas du protocole MESI pour Modified Exclusive Shared Invalid. En français, modifié, exclusif, partagé et invalide. Il s'agit là de permettre au processeur de connaître l'état du cache. Lorsqu'une ligne de cache est dans l'état modifié, cela signifie que la copie locale de la donnée dans le cache est modifiée par le processeur local. Cela implique qu'une écriture a eu lieu uniquement dans le cache et n'a pas encore été propagée vers la mémoire principale. Les autres caches au processeur ne peuvent pas avoir de copie valide de cette donnée. Lorsqu'une ligne de cache est dans un état invalide, cela signifie que la copie locale de la donnée n'est pas à jour. Enfin, l'état partagé signifie que la copie de la donnée est partagée entre plusieurs caches ou processeurs. Ces copies sont cohérentes et identiques. Les accès en lecture peuvent être effectués localement dans les caches en utilisant cette copie partagée. Bon, on est bien là. En une dizaine de minutes, tu as vu comment fonctionne un cache. Pour résumer, un cache est une mémoire permettant de rendre l'accès aux données plus rapide. Elle peut être organisée en plusieurs niveaux. Un cache peut être directement adressé, associatif ou associatif par voie. Pour améliorer ses performances, on fait appel à des algorithmes de remplacement, comme les FIFO ou LRU, et on utilise des algorithmes de prefetching en exploitant le principe de localité spatiale. Souviens-toi que dans un système avec une mémoire partagée, la cohérence de cache est primordiale pour éviter que tout parte en J'espère que cette vidéo t'a plu, lâche un j'aime, ça fait toujours plaisir, et n'hésite pas à me proposer des sujets en commentaire.